Imagine un futur lointain, vraiment, vraiment très lointain. À partir de là, il y a des milliards d'années, la Terre ne tournait plus vraiment. Les océans avaient reflué, les montagnes s'étaient usées jusqu'à n'être plus que des ombres. Le ciel lui-même semblait avoir oublié l'éclat des étoiles. Aujourd'hui, dans ce monde épuisé, devenu un immense désert, un seul lieu continue de battre. Une cité close et parfaite. Un joyau éternel suspendu au-dessus du désert. C'est la ville de Diaspar. Rien ne bouge dans Diaspar, les rues sont lisses et parfaitement entretenues. Les tours s'élèvent en spirale mathématique. La beauté y est absolue, mais immobile, comme un souvenir figé dans le cristal. Ses habitants ne connaissent ni la faim, ni la douleur, ni même la mort. Ils ne naissent pas, ils reviennent. Car à Diaspar, la mémoire de chaque être humain est stockée dans la banque mémorielle de la cité. Quand vient le temps, la machine les recrée entièrement, corps, souvenirs et personnalités, pour qu'ils reprennent leur place dans cette ville parfaite. L'immortalité n'est plus un rêve, mais un cycle. Et dans ce cycle, il n'y a plus de place pour le hasard. Ou presque. La cité se souvient de tout. Des guerres anciennes, des voyages vers les étoiles, mais tout cela appartient à un passé si lointain qu'il s'est transformé en mythe. Les légendes parlent d'un ennemi cosmique, d'une peur si grande qu'elle a poussé l'humanité à se replier dans sa coquille il y a des milliards d'années. Alors, la cité ferma ses portes, et le reste du monde fut oublié. Pendant des milliards d'années, Diaspar survécut seul, inchangé. Et ses habitants, éternellement réincarnés, apprirent à ne plus rien attendre. Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour cette chronique. Dans cette vidéo, nous allons faire un saut dans le temps, des milliards d'années dans le futur. Je te propose de te laisser porter dans l'univers d'Arthur C. Clarke et son roman La Cité et les Astres, et de découvrir ce que va devenir l'humanité dans cette histoire. À Diaspar, rien n'arrive jamais par surprise. Chaque existence est restaurée, répétée, polie par les siècles. Les habitants reviennent à la vie à 25 ans. Ils sont alors confiés à des parents désignés par l'ordinateur central de la cité jusqu'à ce que leurs souvenirs leur reviennent peu à peu. Les mémoires de leurs vies antérieures s'assemblent durant les premières années, comme un puzzle que l'on reconstitue sans urgence. À Diaspar, il n'y a ni procréation, ni grossesse, ni enfance. Les habitants de Diaspar vivent des millénaires et ne connaissent pas la vieillesse. Les corps sont calibrés, stabilisés, ils n'ont ni cheveux, ni poils, ni ongles, ni dents. L'humanité a maintenant cessé de changer. Pourtant, de temps à autre, la cité fait un choix étrange. Elle crée un être sans passé, un esprit vierge libéré du poids des peurs anciennes. On les appelle les uniques. Ils sont rares à travers les millénaires, trop rares pour changer quoi que ce soit. La plupart ont fini par se fondre dans la perfection de Diaspar, adoptant ses règles, ses silences, son immobilité. Mais certains ont disparu. Et maintenant, il y a Alvin. C'est un unique. Dès l'enfance, quelque chose en lui a résisté. Il ne se contente pas de vivre dans la cité, il la regarde. Il observe les rues trop parfaites, les visages trop sereins, les plaisirs trop maîtrisés. Plus que tout, il l'explore en quête d'un moyen de sortir. Il trouve une ouverture sur l'extérieur, le désert environnant, et voit les étoiles. Il refuse de croire que seul le désert existe encore en dehors de Diaspar. Jessarak, son précepteur, est dépassé. Ses parents adoptifs, Etania et Eriston, ne le comprennent pas, et Alistra, sa petite amie, n'arrive pas à le suivre dans ses cheminements intérieurs. Là où les autres voient la sécurité, Alvin ressent un manque. Il pose des questions que personne ne pose plus, sur l'extérieur de la cité, sur le dehors, sur les étoiles réelles, dissimulées derrière un ciel artificiel qui ne connaît que le jour, jamais la nuit. Sur ce passé que la cité conserve mais refuse de livrer. Petite cachetière. La cité avait déjà vu des uniques, mais jamais un unique qui refuse d'oublier ce qu'il n'a jamais connu.
Et peut-être, sans encore le comprendre, Alvin incarne exactement ce que Diaspar redoute le plus, non pas la révolte, mais le souvenir du possible. Car personne ne quitte Diaspar en raison d'une peur panique qui se déclenche rien qu'à l'idée de quitter la ville. Cette angoisse profonde est une sécurité, celle que personne ne parte de Diaspar. À partir de là, il va y avoir du divulgachage, mais tu peux passer à la partie conclusion, les chapitres sont dans la description ou enregistrer cette vidéo dans À regarder plus tard si tu souhaites découvrir ce livre par toi-même, ce que je te conseille si tu ne le connais pas encore. À Diaspar, la curiosité n'est pas interdite, elle est maîtrisée. La cité accepte l'étrangeté tant qu'elle ne remet rien en cause. Elle tolère les écarts, les jeux, les détours de l'esprit, tout ce qui permet d'évacuer la tension sans jamais menacer l'équilibre. C'est dans cet interstice qu'existe Kedron. Kedron n'est pas un amuseur, il est un fauteur de troubles, un bouffon au sens ancien du terme, celui qui perturbe, qui dérange, qui introduit le désordre dans la perfection trop totale de Diaspar. La cité l'a laissé faire, mieux encore, elle l'a voulu, car même à Diaspar, l'équilibre absolu est dangereux. Kedron a notamment fait disparaître des œuvres d'art, des pièces uniques, précieusement conservées pour des millénaires. Ces actes scandalisent, troublent, inquiètent, mais ils rappellent une chose essentielle, ce qui est figé peut être perdu. Kedron vient à la rencontre d'Alvin. Alvin le comprend instinctivement. Là où les autres voient un perturbateur toléré, lui reconnaît un esprit libre, ou du moins le plus libre que Diaspar puisse encore supporter. C'est vers Kedron qu'il se tourne lorsque son désir du dehors devient trop intense pour être contenu. Kedron ne rit pas. Et il n'est pas moqueur. Il observe Alvin avec une forte curiosité, comme s'il reconnaissait en lui une autre forme de déséquilibre. Il lui parle alors d'un lieu que la cité préfère ignorer, un lieu oublié ou inconnu des habitants de Diaspar. Un espace où sont conservés les vestiges du passé humain, les dernières traces d'une humanité qui avançait encore. Kedron y conduit Alvin, non comme un guide, mais comme un complice. Il est facétieux, mais pas moqueur. Là, Alvin découvre ce que Diaspar a effacé sans le détruire, les preuves d'un passé d'exploration. Il comprend alors que la cité ne ment pas, elle l'anesthésie. Kedron révèle enfin l'existence d'un ancien réseau de transport, un réseau enfoui dans les profondeurs de Diaspar et menant ailleurs, un système capable de faire voyager un être humain hors de la cité. Alvin entre dans ce qui ressemble à un métro. Il passe un seuil que l'on n'est pas censé franchir. Il hésite à déclencher le départ, il sait que ce geste n'est pas anodin, que franchir ce seuil, c'est rompre définitivement avec ce qu'il a connu jusque-là. Kedron, lui, ne franchira jamais la porte. Il est lié à Diaspar. Il en est la fissure interne, le trouble nécessaire. Il est programmé pour ressentir l'angoisse qu'Alvin ne connaît pas, cette sensation de mort imminente, rien qu'à effleurer l'idée de quitter l'enceinte de la cité. Alvin, en revanche, est autre chose. Il est celui que la cité a créé pour voir ce qu'elle ne peut plus regarder elle-même. Et pour la première fois depuis des milliers d'années, un habitant de Diaspar s'apprête à quitter la cité. Non pour la détruire, mais pour lui rappeler ce qu'elle a choisi d'oublier. Le passage s'ouvre sous Diaspar et mène à un ancien système de transport enfoui depuis des millions d'années. Une sorte de métro oublié, vestige d'un temps où la cité n'était pas encore une prison. Alvin s'y engage. Le trajet est long. Enfin, une trentaine de minutes. Et silencieux, comme une descente vers une mémoire enfouie. Alvin sort du tunnel et soudain, la lumière change. Le tunnel s'ouvre et Alvin est hors de Diaspar. Pour la première fois de son existence, il se trouve à l'extérieur. Il n'y a plus de murs, plus de surface lisse, plus d'architecture parfaite. Il y a le ciel, le vrai. Un ciel qui connaît la nuit. Autour de lui, la nature s'étend. Des arbres, des herbes mouvantes, le vent, des odeurs qu'il ne peut nommer. Alvin vacille. Ses sens, habitués à la neutralité parfaite de Diaspar, sont submergés. C'est là qu'il rencontre Seranis et Ilvar. Ils ne sont ni surpris ni hostiles. Ils l'accueillent simplement comme s'ils savaient déjà qu'il viendrait. Car Alvin apprend très vite une chose essentielle. Il n'est pas le premier. D'autres avant lui ont quitté Diaspar.
D'autres ont franchi ce même passage et aucun n'est jamais revenu. Tous ont choisi de rester ici, à Lys. Lys est une autre humanité, une humanité qui a fait un choix radicalement opposé. Ici, les habitants vieillissent. Ils vivent environ 2 siècles. C'est pas mal quand même déjà. Ils naissent, ils ont des enfants. Alvin observe ces enfants avec une fascination muette. Des êtres qui grandissent, changent et apprennent sans mémoire préexistante. Il voit aussi les corps, imparfaits, vivants. À Lys, les humains ont encore des cheveux, des poils, des ongles, des dents. Leur visage porte les marques du temps. Et ce temps n'est pas effacé. Il y a aussi des animaux, des formes de vie qui ne sont ni simulées ni contrôlées, des présences autonomes et imprévisibles. Alvin goûte pour la première fois de la vraie nourriture, des fruits, des aliments cultivés et préparés, partagés. Il compare instinctivement ses saveurs à la nourriture synthétique de Diaspar où tout peut apparaître à volonté, mobilier, œuvres d'art, repas, et sans effort, sans attente, sans origine. Ici, chaque chose a une histoire, un cycle, un temps. Séranis lui explique. À Lys, l'immortalité a été refusée, non par ignorance, mais par choix. Les habitants de Lys ont décidé que la procréation naturelle, la succession des générations, le vieillissement et la mort étaient préférables à l'éternel retour des mêmes consciences. Ils ont choisi l'impermanence plutôt que la répétition. Alvin découvre aussi une autre forme de communication. À Lys, les habitants échangent par télépathie. Leurs pensées circulent sans mots, dans une proximité mentale constante. Cela ne lui est pas totalement étranger. À Diaspar, Alvin communiquait déjà avec les robots de la cité par une interface mentale directe. Mais ici, ce sont des esprits humains qui se touchent, des consciences vivantes, mouvantes et imparfaites. À Diaspar, les humains ne se parlent jamais ainsi. La télépathie y est exclusivement liée aux machines. À Lys, elle appartient au lien entre les humains. Peu à peu, Alvin comprend. Lys n'est pas un refuge, ce n'est pas un paradis, c'est un choix. Un choix ancien, assumé, maintenu malgré le temps. Celui de rester mortel, de rester vivant. Et face à cette humanité qui accepte de changer, de vieillir, de disparaître, Alvin sent pour la première fois que l'éternité de Diaspar n'est peut-être qu'une autre forme de mort. Lys n'est pas la fin du voyage, elle en est le seuil. Car si les habitants de Lys ont choisi de rester mortels, ils n'ont pas pour autant conservé toute la mémoire du passé. Le temps, même vécu, s'efface. Ils savent qu'il y a eu un ennemi. Ils savent qu'un danger ancien a un jour poussé l'humanité à se retirer du reste de l'univers. Et certains croient encore qu'il pourrait revenir. Mais ce qu'était réellement l'univers, ce qui était vraiment l'humanité lorsqu'elle parcourait les étoiles, ça, ils l'ont oublié. C'est alors qu'un autre nom apparaît. Un lieu ancien, presque mythique, une cité abandonnée depuis des milliards d'années. Shal'Miran. Alvin et Ilvar y découvrent un lac, immobile, gardé par une présence plus ancienne que leur civilisation. Une intelligence artificielle créée non pour gouverner, mais pour se souvenir. Par elle, la vérité se révèle. Autrefois, l'humanité n'était pas seule. Elle collaborait avec d'autres espèces galactiques. Ensemble, elles poursuivaient un projet insensé. Donner naissance à un être fait uniquement d'esprit, une conscience pure, détachée de la matière et libre du temps. Mais le prix fut immense. L'énergie nécessaire fut telle que l'équilibre des étoiles en fut affecté. Le ciel perdit de son éclat et l'univers lui-même vacilla. Face à cela, l'humanité comprit. Elle n'avait pas rencontré un ennemi, elle était devenue le danger. Alors elle se retira, non par peur, mais par honte. Diaspar naquit de ce remords, une cité close, figée, où plus jamais l'homme ne risquerait de transformer l'univers. À Lys, ce retrait fut vécu autrement. On y accepta la mort, la transmission, la limite, mais même là, la faute cosmique s'effaça peu à peu de la mémoire. À Shal'Miran, elle demeura. La machine du lac confie alors à Alvin un artefact ancien, un robot capable de réveiller ce qui a été enfoui. Un témoin matériel de l'âge des étoiles. Car si l'humanité a choisi de se retirer, elle n'a jamais décidé de disparaître.
Et Alvin comprend enfin pourquoi il existe. Ah enfin, il n'est pas là pour juger le passé, il est là pour permettre un nouveau rapport au cosmos. Ni conquête, ni fuite, mais responsabilité. Et il est maintenant temps de retourner à Diaspar. Alvin revient à Diaspar. La cité l'absorbe à nouveau dans ses lignes parfaites, dans son silence maîtrisé et son éternel présent. Mais Alvin n'est plus le même. Il ne revient pas pour fuir, il ne revient pas pour convaincre, il revient pour montrer. Il a avec lui le robot ancien rapporté de Shalmiran. Et avec lui aussi Gesserak. Le vieil homme l'accompagne aux limites de la cité, jusqu'au conduit oublié où Alvin avait entrevu le monde extérieur pour la première fois. Un endroit liminal, entre dedans et dehors, entre ce qui est montré et ce qui est caché. Le robot s'active, la matière vibre, des structures anciennes se réveillent, la Terre elle-même semble se souvenir. Et lentement, un objet commence à émerger. Un objet que personne n'a vu depuis des millions d'années. Un vaisseau spatial. Pas une projection, pas une archive, mais un vestige réel enfoui sous la surface du monde. Alvin et Gesserak regardent. Ils comprennent que ce que l'humanité a été ne peut plus être nié. Le retrait n'a jamais effacé le passé. Il l'a seulement enfoui. Et je te laisse découvrir la suite. Ouais, je sais, c'est un peu rude. La Cité et les astres paraît en 1956, et pourtant il ne semble jamais daté. Parce que ce roman ne parle pas de technologie, il parle de l'humain. Arthur C. Clarke y déploie une écriture d'une grande douceur, sans heurts, sans emphase. Les descriptions sont superbes, amenées avec précision, sans jamais alourdir le récit. Il n'y a pas de scène d'action à proprement parler, pas de bataille, pas de poursuite, pas de climax spectaculaire. Ce livre n'est pas fait pour les amateurs d'action, il est fait pour les rêveurs, pour les personnes qui aiment contempler des idées, habiter des mondes et laisser le temps faire son œuvre. Le roman s'appuie sur une nouvelle plus ancienne de Clarke, Against the Fall of Night, qu'il développe ici avec une ampleur nouvelle, plus philosophique, plus nuancée. On y trouve aussi un humour discret, presque tendre, notamment dans le robot découvert à Shalmiran et dans l'étrange animal de compagnie d'Ilvar, un insecte géant, présence incongrue et pourtant familière, qui rappelle que la science-fiction peut aussi sourire. Mais surtout, ce texte est porteur d'espoir. Il montre le pire de l'arrogance humaine à travers le passé cosmique de l'humanité, capable de déséquilibrer l'univers par des mesures. Et en miroir, il montre tout son potentiel, à travers Alvin, à travers Ilvar qui devient son ami, à travers cette possibilité fragile d'un rapport plus humble, plus conscient au monde et aux étoiles. La Cité et les astres parlent d'humanité, d'amitié et d'immortalité. Et au fond, une seule question se pose. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain dans un univers infini ? Si cette histoire t'a touché, si tu aimes les récits contemplatifs, la science-fiction philosophique, les mondes qui ne crient pas mais murmurent, instant de poésie. Ah si, ouais, allez. Alors ce livre est fait pour toi. C'est tout pour cette chronique, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu sais comment me soutenir, abonne-toi, active la cloche, like, commente et partage cette vidéo si le cœur t'en dit. Un grand merci aux Nixonautes qui sont présents à chaque vidéo, merci pour vos commentaires, ça me touche énormément. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?